On va poursuivre avec, je rappelle que c'est Monsieur Jean-Pierre Hulot qui a eu l'idée, et le génie même, de ces thématiques, de ces titres, de la titraille, comme on dit nous dans le journalisme. Et là, il s'est dit, mais non, mais bon, c'est pas décréter la guerre des talents, on parle de guerre des talents si nous décrétions la paix des talents, n'est-ce pas, cher Jean-Pierre? Attirer, développer, retenir les talents, de l'éclosion à l'épanouissement. Vous le savez mieux quiconque, les organisations doivent élargir leur sourcing, mais les vrais trésors ne sont-ils pas déjà dans l'entreprise? On va avoir trois regards, trois mises en perspective, trois talents très pacifiques dans cette paix des talents. Vous allez les accueillir avec moi sur cette scène. Secrétaire confédéral de la CFDT, Philippe De Bruyne. Philippe, où est-il? Voilà, merci Philippe de nous rejoindre. Il est président de Business Europe et PDG de Radial, entrepreneur s'il en est. Pierre Gattaz, merci Pierre de venir sur cette scène aussi. Et puis il est président de LHH Altedia, François Moreau. François, merci. Tiens, voilà, Pierre, assieds-toi. Et François va se mettre à côté de moi. Voilà. Alors donc, on est dans cette thématique décréter la paix des talents avec nos trois experts. Tiens Philippe, allez, c'est sur toi que ça tombe. Cette thématique, elle te va bien? Décréter la paix des talents, oui, oui mais... Ah oui, elle me va beaucoup mieux que le bouquin qui était sorti il y a presque 20 ans sur la guerre des talents. Le bémol, c'est que je pense que ça ne se décrète pas, ça se construit. Mais c'est une question fondamentale de dialogue social. Mais d'abord, il faut quand même déconstruire ce qu'il y avait derrière l'idée qu'on allait être dans une guerre des talents. L'idée, c'était que les entreprises allaient devoir acheter très cher les stars pour pouvoir être le mieux positionné possible. Alors, ça ressemble quand même un peu à quelque chose qu'on connaît bien, c'est le mercato au football. Maintenant que l'AFDAS a fait se rejoindre la culture et le sport, chère Isabelle Gentilhomme, je pense qu'on peut parler même de football en Avignon. Thierry, oui. Je vais prendre deux exemples. La France a gagné la Coupe du Monde de football l'année dernière. La première décision du sélectionneur, ça a été de ne pas sélectionner Benzema, qui était le meilleur. Et on a gagné. Deuxième exemple chez les femmes. Les Américaines vont sans doute gagner demain à Lyon. Et ce qui fait l'essentiel de leur force, c'est leur bande touche. C'est le réservoir derrière celle qui joue en première intention. Je passe cette parabole, mais pour dire que c'est plus complexe qu'on aligne juste les meilleurs et on gagne. Pourquoi? Et d'un certain point de vue, ce que nous a dit Pascal Lamy montre bien qu'il va falloir que dans les entreprises, on soit capable de faire des sauts importants, des changements de pied importants sur ce qu'on appelle les compétences organisationnelles, c'est-à-dire les compétences clés de l'entreprise, qui font qu'elles vont pouvoir gagner sur la différenciation concurrentielle avec d'autres. Au niveau digital, évidemment, et au niveau plus profondément encore, même si on le distingue moins facilement, au niveau de la transition ou de la révolution écologique. Mais on ne transforme pas les compétences organisationnelles via directement les compétences individuelles. La médiation entre les deux, c'est ce qu'on appelle les compétences collectives. Parce que des compétences organisationnelles, elles s'inscrivent dans la durée et elles sont dans la combinaison et dans une mémoire longue qui fait qu'une entreprise a une image, une compétence, une capacité. Alors l'entreprise, justement, pardon de te couper. Et c'est vraiment là où il faut, et c'est un creux souvent dans la réflexion sur les compétences, c'est la médiation par la compétence collective pour passer de la compétence individuelle à la compétence organisationnelle. Et c'est là-dessus, je pense, qu'on peut
non pas décréter, mais construire la paix des talents. Construire la paix des talents, effectivement. Les individus, une somme d'individus, de personnes, de personnalités, de citoyens, de citoyennes, et un collectif à animer, tu le disais. Et c'est vrai que la métaphore de l'équipe du foot était très pertinente. Pierre Gattaz, merci d'être avec nous. Pierre qui est à la fois entrepreneur, patron de Business d'Europe, donc un peu comme Pascal Lamy, avec une vision très, très large de ce qui se passe dans les autres pays, à comparer avec le nôtre. Paix des talents, les talents, les personnes qu'il faut, je le disais, recruter, puis développer, retenir aussi. C'est des sujets qui vous occupent, qui t'occupent. Oui. Merci, bonjour à tous. Oui, deux remarques préliminaires, deux très bonnes nouvelles. D'abord, on est tous d'accord que tout change très vite et que ça bouge dans tous les sens. On a parlé de climat, on a parlé de digital, on a parlé de démographie, on a parlé de l'Afrique. Tout ça, ce sont des changements énormes, rapides. Et la deuxième bonne nouvelle, alors certains voient ça comme des risques, nous, entrepreneurs, on voit ça comme des opportunités de croissance et donc de prospérité sociale et environnementale, dont je vais rappeler. La deuxième bonne nouvelle, c'est que l'entreprise est plus considérée comme un mal nécessaire, comme ça a pu être dans le temps, mais c'est la solution et c'est une communauté humaine. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Pascal Lamy ce matin, par d'autres, par vous. C'est une communauté humaine et qui a les solutions. Moi, je dis souvent, l'entreprise a 80% des solutions à tous les défis qu'on a devant nous. Et elle propose 80% des emplois. Alors, une fois que j'ai dit ça, je reviens sur cette entreprise qui doit évoluer, qui doit relever des défis avec ses hommes et ses femmes. Aujourd'hui, au niveau de Business Europe, je propose en fait un concept de nouveau capitalisme européen qui est basé sur les 3 P, profitabilité, people and planet. Alors, je vais un peu plus loin que ça. Quand vous regardez le modèle chinois, il est très communiste, même si c'est une économie socialiste de marché, où l'être humain, je dirais, ils sont tellement nombreux que l'être humain n'est pas très important, malheureusement, où la pollution, en effet, est un problème qui vient de naître et ils s'en occupent, mais avec beaucoup de retard. Aux États-Unis, nous sommes sur une économie très libérale, ultra-libérale, où en effet les problèmes de santé, de frais de santé, de chômage ne sont pas très bien réglés, on va dire, ça coûte une fortune. Et en Europe, on a la chance d'être dans un pays où la protection sociale, même si dans certains pays est encore très chère, mais développée, nous sommes couverts à 80% européens par une assurance chômage. C'est 30% au niveau du monde. Nous avons une durée de vie européenne qui est de 20 ans lorsque nous atteignons 60 ans, ce qui est beaucoup plus faible en Chine et plus faible aux États-Unis. Donc vous voyez qu'en fait, en Europe, on a quand même un modèle qui est extraordinaire, qui est basé sur, qu'il faut pousser comme étant une excellence économique, parce que c'est la base de tout. Sans excellence économique, sans profit, eh bien, je dirais rien ne peut se faire. C'est ce que disait Jean-Marc Daniel hier. Je crois que c'est malheureusement, alors je suis encore challengé un petit peu sur ce sujet-là, mais profondément humain et profondément respectueux de l'environnement. Alors par rapport à ce que tu dis, Pierre, il y a le côté l'expertise, l'ancien patron du MEDEF, de patron de Business Europe, et puis l'entrepreneur aussi. Parce que Radial, c'est une entreprise qui incarne tout ce que tu viens de nous dire. Oui, alors en fait, oui, Radial, c'est un peu mon Qui connaît Radial? Qui sait tout ce que fait Radial? Nous ne faisons pas des pneus. Voilà. Nous faisons des composants électroniques et c'est un peu mon laboratoire depuis une trentaine d'années. On a vécu 3 crises. Les composants électroniques, c'est un marché très mondialisé où les prix sont très bas, donc il a fallu s'en sortir. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé mes 4 usines en France et d'en avoir rajouté une 5e. Alors comment on a fait ça? On a fait ça avec les hommes et les femmes. C'est en fait, on a poussé comme disait le collectif. On a poussé 3 choses. On a poussé l'innovation, la créativité des hommes et des femmes. Parce qu'en France, nous sommes créatifs, nous sommes innovants. On a poussé, deuxièmement, tout ce qui était process industriel, qui est souvent malmené en France. Les Allemands savent faire ça très bien, ils sont beaucoup moins créatifs que nous, mais c'est de la discipline de process extraordinaire. Donc les produits sont livrés à la minute ou à la seconde, il n'y a pas de problème de qualité, des prix de revient hyper maîtrisés. Donc on a fait ce travail de process industriel très important. Et troisième chose, on a beaucoup fait confiance aux hommes et aux femmes, par des séances de qualité totale que j'ai commencé avec Motorola dans les années 95, le 6 Sigma, certains bien sûr vous connaissez. Puis j'ai eu une énorme crise en 2001, comme quoi ça ne suffit pas. Crise de télécom qui m'est tombée dessus. La moitié de mes clients français sont morts ou ont disparu ou sont partis. Et donc on a fait du lean management derrière, on a préservé quand même nos hommes et nos femmes au maximum.
Et puis on est parti vers du lean. Et puis là, on est en train d'aller encore plus loin. On est en train de faire que la raison d'être, les valeurs soient définies par nos salariés. Alors que bon, en 96, par la Jean-Marie, j'ai défini la valeur du groupe. Et puis là, on a décidé, bah non, écoutez, les valeurs de Radial, vous allez les définir. Bah oui, puisqu'elles doivent être partagées. On va y revenir. Alors, je suis juste, on est en train de définir, ils sont en train de définir la vision 2025 de Radial, et là, ils sont en train de définir par groupe la raison d'être de Radial. Voilà. C'est-à-dire le why, le what et le how de Simon Sinek, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube. C'est très intéressant. La raison d'être, c'est pourquoi on vient tous les matins bosser à Radial. Bon. Voilà. Et visiblement, on va y revenir, Pierre, si tu permets. Mais parce que vous avez affaire à des personnes passionnées. Et le problème avec les personnes passionnées, c'est qu'il y a la touche play, mais on cherche la touche pause. Mais Pierre est un ami. Je reviendrai l'année prochaine pour vous expliquer la suite. Non, tu restes avec nous et on y compte bien. François, merci d'être là. On est en plein dans les sujets que tu traites, que LHH Altedia prend à bras-le-corps avec beaucoup de passion, expertise multiple, les compétences, les référentiels, la GPEC, le reskilling, et puis beaucoup de choses qui sont faites dans les territoires. Et puis voilà, l'Observatoire, 4e édition, c'est ça ? Oui, là, on est vraiment au cœur du sujet, ça tombe bien. On a un partenariat avec l'IJS et ADECO depuis 4 ans sur un observatoire des trajectoires professionnelles. Et d'abord, c'est un observatoire sérieux, on fait ça avec l'Ipsos, on interviewe 1000 actifs, et donc on leur a posé, finalement, qu'est-ce qu'il dit cet observatoire cette année ? Il dit 4 choses. Alors je vais commencer par la bonne nouvelle, ensuite vous verrez, c'est malheureusement un peu plus préoccupant. La bonne nouvelle, tu veux pas commencer par les 3 mauvaises ? Non, moi je suis comme ça, je commence toujours par les bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est de dire que le marché du travail en France, et ça on le sait tous aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup plus actif cette année que les années précédentes. Un chiffre qui montre finalement cette activité, cette dynamique, c'est un Français sur 3 a eu une transition professionnelle en 2018 versus 1 sur 4 les années précédentes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, où c'est plus préoccupant, c'est sur la prise de conscience de ces fameux actifs qu'on a interrogés, dont les 1000, sur le fait que leurs emplois vont changer. Il n'y en a que 20% qui sont conscients que les métiers vont changer dans les 10 années qui viennent. Et quand vous regardez les CSP les moins qualifiés, c'est 16%. Malheureusement, c'est vraiment ces catégories qui vont être impactées dans les prochaines années, dont leurs compétences vont tomber en obsolescence et ils vont devoir se reconvertir. Donc il y a vraiment un problème de prise de conscience des actifs sur la transformation des métiers. Troisième constat, c'est finalement la méconnaissance des dispositifs d'accompagnement, ou plutôt d'abord le dispositif de formation professionnelle. On les a interrogés sur d'abord le compte personnel de formation. Alors déjà, je trouve que les acronymes, les sigles, ça parle à personne. Est-ce qu'on ne pourrait pas enfin parler, je ne sais pas moi, de formation ? Alors je sais que le ministère du Travail est en train de travailler sur un compte formation qui, j'espère, sera un peu plus ergonome que le précédent. On l'attend au mois de novembre. L'appli, la fameuse appli. Exactement, la fameuse appli d'Antoine Fouché, donc on l'attend impatiemment. Au-delà de ça, la bonne nouvelle, c'est que les actifs qu'on a interrogés, il y en avait 20% l'année dernière, il y en a 30% cette année qui ont ouvert leur compte. Alors, je ne sais pas si on faisait un sondage dans la salle, ça serait intéressant de savoir combien il y en a. Mais où le bas blesse, c'est que simplement 50%, moins de 50% de ces fameux actifs ont suivi une formation en 2018. Moins de 50%. Dernier point, et là aussi le constat malheureusement est pas rose, mais vous verrez, ensuite, on a un certain nombre de solutions. C'est toujours bien d'avoir un diagnostic pour ensuite travailler sur un plan d'action. C'est sur l'accompagnement. Premier élément, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on sait, mais c'est bien de se le rappeler, c'est que 63% des actifs qu'on a interrogés sont très demandeurs d'un accompagnement sur l'orientation professionnelle, les perspectives professionnelles. Malheureusement, 6% des actifs qu'on a interrogés, désolé de vous abreuver, mais je vais m'arrêter ensuite avec les chiffres, 6% connaissent le conseil en évolution professionnelle. Et donc, pour finir,
Pour moi, on a parlé beaucoup ces 2 derniers jours de transition écologique. Je pense qu'il y a un sujet qui mérite aussi une attention particulière. J'ai écrit une tribune dans Les Échos et je l'appelais Évolution des compétences, une cause nationale. Je pense que c'est aussi important que la transition écologique, c'est l'évolution des compétences. Et ce n'est pas simplement un sujet des pouvoirs publics, ce n'est pas un sujet simplement de l'entreprise, c'est aussi un sujet des corps intermédiaires. Et je pense que c'est les individus, c'est l'ensemble des parties prenantes qui doivent être concernées, cette fameuse prise de conscience sur le fait que la plupart des métiers vont évoluer dans les 10 années qui viennent. Merci François. Alors tout naturellement, Philippe, je me tourne vers toi. Évolution des compétences. C'est vrai que tu l'as choisi à dessein, Jean-Pierre. On est dans cette paix des talents. La décréter, cette paix des talents, ça paraît un petit peu compliqué parce qu'on se dit il faut tous et toutes capter les meilleurs talents, sauf qu'il n'y en a pas assez sur le marché par rapport aux besoins. Vous avez lu, je crois que ça faisait la une des Échos avec Airbus, 50 000 personnes à retrouver. Et peut-être qu'on oublie que il y a des gens à l'intérieur de l'entreprise, hein, cher Philippe. Si, il n'y a pas de censure. Non, ici, et effectivement, si on a toute l'attention sur l'externe, on oublie l'interne, et quitte d'ailleurs à se faire piquer par le concurrent. Donc c'est quand même un peu. Mais surtout parce que justement cette affaire de compétences collectives. Qui nécessite une construction. Lorsque vous le faites à l'intérieur de l'entreprise, il y a tout un système de valeurs, des références communes, un langage partagé qui sont déjà dans le patrimoine de la personne. Et donc vous gagnez du temps. Et le lien est déjà créé. Quand vous recrutez quelqu'un de l'extérieur, surtout sur des hauts potentiels, il faut plusieurs mois et souvent plusieurs années pour que l'efficience soit là. Donc vous pouvez gagner du temps. Mais surtout, parce que il ne faut pas trop séparer les sujets. Et l'approche systémique, elle est extrêmement importante. C'est Bertrand Schwartz qui disait « on n'apprend pas quelqu'un à nager s'il n'a pas envie de traverser la rivière ». Et donc, la transition numérique, la transition écologique et le développement des compétences, ce n'est pas des choses séparées. D'un certain point de vue, la formation, c'est un outil, c'est un levier, ce n'est pas une fin. Et le développement des compétences ne se fait pas uniquement dans le cadre de la formation et dans des dynamiques d'organisation du travail. Tout à l'heure, il y aura un débat sur la question de la qualité de vie au travail. Le lien entre les deux, c'est la question de la qualité du travail, qui est autour des questions de qualité de vie au travail, mais autour des questions de compétences. Donc il faut vraiment avoir une approche systémique. Si on ne donne pas du sens au changement, il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas d'adhésion. Et il n'y a pas d'adhésion, et il n'y a pas d'engagement. Il faut bien entendre une chose, c'est qu'on ne forme personne, ce sont les personnes qui se forment, c'est-à-dire qu'elles s'engagent dans un processus de transformation individuelle, qui est embarqué dans un processus de transformation collective. Donc si elles n'ont pas la motivation, si elles n'ont pas le sens, alors que ça demande un engagement personnel, ça ne peut pas fonctionner. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut agir sur tous les leviers à la fois, pas simplement sur les outils, mais sur la finalité, sur le sens. Et ça, c'est aussi un enjeu considérable de réflexion sur les compétences managériales. On ne peut pas continuer, juste d'un mot, on ne peut pas continuer à évaluer les managers uniquement sur la performance économique et leur demander d'être le développeur des compétences de leurs salariés. Or là-dessus, tant qu'on ne dira pas, tant qu'on n'évaluera pas, tant qu'on ne reconnaîtra pas les compétences des managers sur le développement des compétences de leurs équipes, alors on va fracasser une génération de managers qui seront évalués que sur un truc, c'est la performance à court terme, et qui ne développeront pas la performance à long terme. Si je te suis, ça veut dire que le vrai levier est dans le travail lui-même et qu'il y a une question de confiance à développer avec ce management intermédiaire, hein, en fait. Hein. Il y a une excellente étude du CEREC qui parle de la dynamique de travail et qui montre que lorsque tous les ingrédients à la fois de contenu du travail et d'organisation du travail sont présents, ça concerne aujourd'hui 9% des salariés. C'est trop insuffisant, mais ce n'est pas négligeable. Dans ces 9% de salariés, donc, où ça génère du développement des compétences de façon informelle, l'accès à la formation formelle est le plus élevé. Et le plus important, c'est qu'il n'y a, dans ces 9%-là, qui sont baignés dans des dynamiques de travail favorables, il n'y a plus d'écart d'accès à la formation formelle en fonction de son niveau d'études préalable. Ça veut dire qu'on n'hérite pas simplement de... Souvent on dit, hein, c'est l'éducation nationale qui... Ben, c'est ça. Travailler sur le travail, changer le travail,
ça peut être un facteur non seulement de performance économique, mais de réduction des inégalités sociales. Et là-dessus, je pense qu'on peut se retrouver. Séparer la dimension économique de la dimension du social n'est pas une voie possible. On a trop souvent parlé de dialogue social. Il faut parler de dialogue économique et social, parce que si on ne pose pas le diagnostic, on ne peut pas trouver les solutions. Ça va te plaire, ça, Pierre? Parler de dialogue économique, business et social. Tu commençais à nous parler de la... Oui, on met tout sur la table. Raison d'être de l'entreprise, tu en parlais, puis des valeurs fortes à partager. Ce que disait Philippe tout à l'heure, ce que François disait aussi par rapport à ce développement des compétences, il faut donner du sens. Tes salariés de Radial, tu les embarques pas si tu leur donnes pas du sens. C'est très important, je crois qu'on partage beaucoup de choses. C'est important de donner une vision, une ambition, un projet. Et puis dans le cadre de valeurs aussi. Les valeurs sont importantes. Donc nous, on a défini ça en effet. Et je vois les boîtes qui marchent bien actuellement et qui sont celles qui ont un objectif collectif, qui le savent le déployer, le communiquer dans le cadre de valeurs. Alors certaines valeurs, pour nous, c'est Radial, c'est l'éthique, c'est l'innovation, c'est le zéro endettement, etc. D'autres, ce sont d'autres choses. Et ça permet aussi de recruter des gens. Parce que je m'aperçois que aujourd'hui, sur le thème des talents, vous avez à chercher les talents, à trouver les talents et à les garder dans les entreprises. Alors si on revient sur ces trois piliers-là, on a un problème en France, c'est que toutes les entreprises aujourd'hui cherchent des talents, des compétences et on ne les trouve pas, malheureusement. Donc là, il y a un vrai souci. On a commencé à aborder ce problème-là avec Myriam El Khomri, que je salue, qui a été mon partenaire de jeu il y a quelques années. Et je voudrais saluer son travail parce qu'on a commencé vraiment à travailler en grande confiance sur l'entreprise, le rôle de l'entreprise et cette dimension économique et sociale, et de commencer à faire des mesures de simplification, mais je dirais harmonieuses pour les deux parties. Sur ce coup, l'État avait été bien là, parce que je pense qu'en fait, hier, il y a Bernard Cazeneuve qui a taquiné le PINS. Voilà. Alors le PINS, je voudrais juste dire quelque chose sur le PINS. Bah oui, attends. Parce que c'est quelque chose, je suis extrêmement fier de ce PINS, parce qu'il a été très provocateur. Et quand je montrais ce PINS, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui disaient c'est super, il faut y aller sur la création d'emplois, et les autres qui disaient non, moi ça ne me concerne pas l'emploi. Et c'était dramatique parce que des gens haut placés qui disaient non, l'emploi, non, c'est pas le problème de la France. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes à 850 000 emplois créés entre 2014 et 2018, et que normalement, si tout va bien, fin 2019, voire 2020, entre la période 2015-2020, nous devrions franchir le million. Mais si vous voulez, c'est pas assez. C'est pas assez. Je suis désolé, je suis encore provocateur là, mais il faut pas mettre un pins, il faut mettre 3 pins. Il faut aller à 3%. Ce pays est un pays merveilleux, extraordinaire. On a tout pour réussir. Si on arrive à bien s'entendre avec les partenaires sociaux, justement sur ces sujets que vous abordez, de l'éducation, de la formation, du management, de l'épanouissement au travail, de la motivation au travail, de la raison d'être, tous ces sujets. La CFDT a une ouverture d'esprit, une pertinence en matière économique, non peut-être pas forcément toutes les organisations. Et je salue ça, parce que je pense que si on commence à en faire que les entreprises, dans une ambition d'excellence économique, certes, mais profondément humaine, je le rappelle, et profondément respectueuse de l'environnement, cette trilogie infernale, elle est durable, elle est à long terme. Entreprise-providence, c'est notre, pardon de te couper Pierre, c'est notre thématique. L'État, bon gestionnaire, mauvais gestionnaire? Non, il faut continuer, si vous voulez, à faire les 4 blocs de réforme que j'avais demandé autour du PINS, 1 million d'emplois. C'était de dire, en fait, il faut continuer de simplifier notre réglementation, notamment sociale, parce qu'on est le pays des lois, si vous voulez. Le pays des lois, c'est Fago en chinois. Nous sommes les Fago. Les Français, c'est pays des lois. Emmanuel Barbara. Je crois que c'est la confiance, c'est le dialogue, c'est le partage. Alors, il faut encore... et on est devenu dans un monde très kafkaïen. Et plus vous êtes petit entrepreneur, PME, TPE, que je vois tous les jours, et j'en suis un avec mon vignoble, je peux vous dire que ça continue d'être galère comme c'est pas possible. Donc il faut continuer ce combat positivement, avec des gens qui comprennent l'entreprise. Et Myriam, maintenant, est dans l'entreprise. Elle sait parfaitement, avant elle le savait déjà, mais encore mieux, je crois qu'on est dans un environnement où on veut faire bien, où les entrepreneurs sont des gens courageux, sont d'anciens salariés la plupart du temps, d'anciens cadres, ils se sont mis à leur compte, il faut continuer de les aider. Si on continue de libérer cette masse de complexité que nous avons, alors ensuite vous avez toute la partie simplification générale, réglementaire. Moi, en créant ce vignoble, toutes les semaines, je reçois une note de l'administration, en général c'est des impôts à payer. Je me suis dit, mais on est dingue. Mais on est complètement dingue, si vous voulez. Vous avez un papier ou 2 papiers d'administration par semaine qui arrivent. Sur les petites entreprises pas structurées, mais vous devenez fou.
et vous payez des impôts avant même de faire du chiffre d'affaires. Les 3 autres points, Pierre. Eh bien, vous avez tout ce qui est baisse de la fiscalité. Il faut continuer le combat. On sait que la France est un pays avec 57% de dépenses publiques. C'est très très élevé. Nous sommes champions du monde. Je pense qu'il faut continuer d'alléger cette gouvernance de l'administration en utilisant les méthodes du management. Moi, j'avais beaucoup poussé auprès de tous les ministres que j'ai vus depuis 6 ans sur le fait, faites du lean management, faites de la qualité totale au sein de l'administration. Donc simplification, pression fiscale, 3e point. Simplification bureaucratique, réglementaire générale, parce qu'on a 80 codes et 400 000 normes. Et 4e point, l'apprentissage, les talents. Ça a été commencé par Myriam et par son gouvernement, est formidable. Ça a été continué par Muriel Pénicaud. Je crois que nous avons un gros problème d'apprentissage, un gros problème de talent. Nous avons des tas de gens que nous cherchons, que nous ne trouvons pas. L'apprentissage, prenez l'exemple de la Suisse, parce que j'aime bien, mais il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Vous avez des champions du monde qui est à 100 km d'ici, la Suisse. Ils ont 3% de chômage des jeunes. Ils ont 3% de chômage de la population. Ils ont 70% d'apprentissage à 17 ans. J'ai été les voir, j'ai étudié le sujet de la Suisse, l'apprentissage. Ils apprennent à 15, 16, 17 ans les règles de l'entreprise. Leur patron est un ancien apprenti. Le PDG parfois est un ancien apprenti. C'est une harmonie. Ils travaillent là. Il y a l'harmonisation, il y a la motivation, l'épanouissement. Et ça marche. L'apprentissage d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Parce que ces deux apprentissages sont fondamentaux. Et j'ai créé une fondation qui s'appelle Y Croire, juste après le MEDEF, qui vise à revitaliser des bassins d'emploi en difficulté. On va y revenir, Pierre. Mais tout ça pour vous dire, si vous voulez, que ces 4 blocs de réforme, il faut les continuer. Et je crois que le dernier, l'apprentissage, les talents, on a un vrai problème parce qu'à 8% de chômage en France, un peu plus, on cherche des talents partout dans nos entreprises et on ne les trouve pas. Donc il y a un croisement qu'il faut continuer de faire et les réformes qui ont été faites par Myriam El Khomri et Mme Pénicaud vont vraiment dans le bon sens. Alors justement, je dirais qu'il faut accélérer. On va accélérer. Toujours aussi déterminé, Pierre. Difficile à arrêter, hein, mais c'est ça, les gens passionnés. Et tu n'as pas varié de tes engagements et de tes convictions. Et on est ravis. Naturellement, tu peux rebondir, François. Les compétences, c'est ce que tu fais quand tu accompagnes toutes les entreprises dans la transformation, dans tous les enjeux. On parlait du digital, de l'intelligence artificielle. On parlait aussi évidemment de la transition écologique. Les territoires, je le disais. Et par rapport à tout ça, oui, question, tiens, le gouvernement a fait le job là avec Antoine, tu le citais. Alors, je vais revenir sur le job du gouvernement. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans l'entreprise, notamment dans les grandes, mais aussi dans les PME, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu, comme ça a été dit, de recruter, de retenir, de développer. Il y a aussi l'enjeu de reconvertir. Il y a l'enjeu de flexi-sécurité aussi, d'avoir cette flexibilité dont on a bien besoin en fonction de notre activité. Et en fonction des secteurs, des enjeux de l'entreprise, c'est d'avoir en amont, et je pense que la GPEC d'ailleurs revient à la mode, on est de plus en plus nous solliciter, parce que longtemps la GPEC a été une usine à gaz extrêmement lourde, une obligation légale, encore une, qui ne servait pas à grand chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui peut être très opérationnel pour la gestion de ces différentes compétences et de ces différents enjeux. On a beaucoup parlé là des talents. Il y a aussi toutes les compétences qui vont devenir obsolètes, dont il va falloir, et ça a été très bien dit par M. Lamy tout à l'heure, par Pascal Lamy, c'est de plus en plus, l'entreprise va aussi avoir une responsabilité sociale par rapport à ces populations-là, et ces populations-là, elles vont venir en nombre. Donc, GPEC, enjeu, conseil en amont, essayer d'avoir une vraie réflexion globale sur ces différentes problématiques, et ensuite outils. Et ce que je trouve assez intéressant entre à la fois la loi travail, et je salue Myriam, et puis le travail que fait aujourd'hui Muriel Pénicaud, on a aujourd'hui beaucoup d'outils, je pense presque tous les outils pour répondre à ces enjeux. Et je ne rentrerai pas évidemment dans le détail, mais je ferai un zoom sur quelques outils qui font l'actualité. Le premier, je fais partie du groupe ADECO, donc je voulais saluer finalement la création du CDI intérimaire. Le CDI intérimaire, c'est aujourd'hui chez ADECO, créé il y a 3 ans, 25 000 avec, on était à la convention ADECO juste avant de venir ici,
objectif l'année prochaine, c'est 100 000 pour le groupe Adecco. Et je pense que notamment la réforme de l'assurance chômage avec bonus-malus va vraiment donner une dynamique à ce très beau dispositif. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais l'idée, c'est d'avoir de la flexibilité pour l'entreprise, bien sûr, mais c'est aussi pour la personne qui est en CDI intérimaire de bénéficier de formation. Et je trouve que c'est un excellent dispositif. Ensuite, on ne parle pas suffisamment du ProA sur la reconversion professionnelle, dont un certain nombre d'industries. Je pense à l'automobile, je pense au retail, je pense à la banque assurance. C'est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui vont devoir être reconvertis. Et il y a un dispositif qui existe, dont là encore, on pourrait se questionner sur le terme, mais au moins le dispositif est là. Ensuite, il y a évidemment la loi Avenir Professionnel, avec la facilité pour créer des dispositifs d'alternance, des dispositifs pour les apprentis, avec la création des CFA. Là encore, le groupe Adecco a été un leader, puisqu'on a accompagné Adecco pour créer 2 CFA, un premier sur les métiers du recrutement. Étonnamment, en France, il n'y a aucune école particulière sur les métiers du recrutement. Et puis, plus récemment, avec Accor, avec Sodexo, avec Corian, Adecco a monté un CFA sur les métiers de la bouche. Donc, on voit que les choses bougent. On voit surtout que par rapport aux enjeux, j'étais un peu pessimiste tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une identification des enjeux et il y a les outils derrière. Et je voulais vraiment saluer le travail qui a été fait par le ministère du Travail ces 5 dernières années. Ensuite, peut-être, et rapidement, mais 2 exemples concrets en matière de compétences dans des environnements très, très, très différents. On avait été sollicité par AXA en 2015, donc ça fait déjà quelques années, et AXA nous disait, voilà, j'ai 10 000 collaborateurs en France et je voudrais que ces 10 000 collaborateurs, de façon exhaustive, puissent bénéficier de compétences qu'ils avaient identifiées dans le domaine digital. Et ils nous disent comment on peut faire rapidement surtout. Et donc on a créé un outil qu'on a depuis déployé dans une vingtaine d'entreprises, qui s'appelle SkillMap, qui par rapport à ce référentiel de cartographie des compétences, qui par rapport à un référentiel permet d'abord aux salariés de s'auto-évaluer. Ça, je pense, c'est extrêmement important dans les facteurs clés. Pour se positionner. C'est mettre le salarié, c'est mettre l'individu acteur, et puis ensuite d'avoir le regard du manager, d'ailleurs, qui est souvent plus bienveillant que le salarié lui-même dans l'évaluation de ses compétences. C'est extrêmement intéressant. Et puis ensuite d'avoir un nuage de points avec les salariés et les individus qui ont ces compétences, ceux qui sont en mesure de les avoir, et puis les autres, ce qui permet ensuite d'avoir des plans d'action. Ça, c'était le premier exemple. Deuxième exemple, j'accélère avant que tu me le demandes, c'est Franprix qui, dans le groupe Casino, a réfléchi sur la formation en situation de travail, qui est aussi un sujet, à mon avis, extrêmement intéressant. Faire en sorte de pouvoir former de façon efficace, de façon efficiente. Qu'est-ce qu'il a fait, Franprix ? Il a aménagé une petite camionnette. Il a mis à disposition une équipe pendant que l'équipe du magasin venait se former dans le camion. 800 salariés ont été formés, 80 magasins ont été visités. C'est évidemment ce type d'initiative qu'il faut favoriser. Le retail de la formation, c'est très bien ça. Voilà. Et dans les territoires qui te tiennent à cœur. Et je salue Marc. Cher François, on le salue absolument. Merci Marc, avec toutes tes équipes. Je me tourne à nouveau vers toi, Philippe. On parle des compétences, du lien entre le développement des compétences, j'allais dire, et le travail. Il y a quand même des bonnes nouvelles, parce que les partenaires sociaux sont quand même bien à la manœuvre, que ce soit dans la certification des référentiels de compétences, mais aussi, alors les régions sont un peu moins à la fête, mais dans l'apprentissage, on en parlait avec Pierre et avec François. Oui, il y a un ensemble de batailles qu'on a pu mener autour des référentiels de compétences qui progressent. Le premier pas, c'était en 2002 sur la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience. Ça veut dire que, quelle que soit la manière de développer ses compétences, on a droit à une égalité de dignité dans la reconnaissance de ses compétences via un référentiel de certification. Mais ça veut dire qu'il faut transformer les référentiels au regard de l'activité du travail. Puisqu'une compétence, elle se projette dans une réalité de travail. Et donc c'est toute cette bataille-là que nous avons menée au sein des instances paritaires, notamment dans les branches et au niveau interprofessionnel, à travers les socles, notamment Cléa et aujourd'hui Cléa numérique. L'idée, c'est comment on écrit un référentiel de compétences avant d'écrire un référentiel de formation.
C'est-à-dire qu'on soit bien dans le bon ordre des choses. Et on est en train d'essayer de transformer notre système de certification pour qu'il soit organisé en blocs de compétences. C'est-à-dire des éléments autonomes, mais articulés, et qui soient autour des compétences et pas autour des logiques disciplinaires. Alors, il y a un point d'intention absolument, c'est que on risque encore de développer un nouveau marché, celui de la certification. Et on a besoin de créer du commun. Si les blocs de compétences ont un sens, c'est qu'ils peuvent se retrouver dans plusieurs certifications différentes pour pouvoir organiser des parcours. Et donc, il faut créer du commun dans ces certifications pour que ce soit des repères pour chacun et non pas simplement un marché où on va dire... Et ça, c'est ce qui est en train de se jouer avec effectivement une large part donnée aux partenaires sociaux qui devrait permettre de conduire à ça, mais c'est un très long travail. Et puis sur l'apprentissage, je crois que là aussi on a gagné quelque chose, mais en même temps il faut en prendre toute la responsabilité. C'est-à-dire qu'on a dit en fait, effectivement que la meilleure méthode pédagogique, elle est d'articuler du développement des compétences dans des systèmes pédagogiques un peu classiques, et puis des développements des compétences en situation de travail. Ça ne veut pas dire simplement appliquer ce qu'on a appris en CFA dans l'entreprise, ça veut dire bien qu'on est dans des logiques d'entreprise apprenante. Ça veut dire qu'on se pose 2-3 questions quand même sur l'organisation du travail pour que l'entreprise soit effectivement apprenante. Il ne suffit pas de mettre le jeune dans le bain. Il faut se poser 2-3 questions là-dessus. Et ça nous oblige aussi à nous dire 2-3 choses sur... On ne trouve pas les compétences qu'on cherche. Ouais, mais est-ce qu'on les a bien posées? Est-ce qu'on a bien indiqué au système de formation les compétences qui étaient attendues? Commençons par le commencement. Et comment on l'anticipe? Parce que pour former quelqu'un, il faut un peu de temps. Donc là-dessus, notre responsabilité engagée, et on a un défi justement sur les compétences émergentes. Le système de l'apprentissage, il est basé sur le fait qu'il y a un ancien qui a une maturité et une longueur de vue sur le métier. Et qui transmet. Quand on est dans un métier émergent, c'est quoi le système d'apprentissage? C'est quoi le système de maître d'apprentissage et tutorat qu'il faut trouver? Et c'est vachement intéressant parce que ça nous oblige à nous dire qu'on ne va pas être sur quelque chose de descendant, mais plutôt quelque chose entre pairs, et où on va co-construire les métiers de demain. Et là-dessus, ça impose aussi d'avoir dans les relations de travail, dans le management du travail, des choses très différentes. C'est vrai d'un point de vue technologique sur le numérique, évidemment, et on manque de compétences dans la jeunesse sur le numérique. Et là-dessus, il faut vraiment mettre les bouchées doubles. Mais c'est vrai sur la transition écologique parce que ce n'est pas simplement le contenu du métier qui change. C'est sa finalité, sa philosophie. L'appréhension du métier. Alors, la bonne nouvelle, elle est effectivement, comme le disait Pascal Lamy dans la jeunesse, chez les compagnons du devoir, ils sont en train d'observer quelque chose de très intéressant, c'est que jusqu'à présent, dans les métiers du bâtiment, les jeunes qui voulaient se former au métier du bâtiment, ils aimaient la matière, ils aimaient le travail. Le geste. Et de plus en plus, vous avez des jeunes qui veulent aller dans les métiers des bâtiments pour la finalité de transition écologique que ça représente. Donc c'est sur le sens, c'est sur la valeur. Alors après, il faut s'assurer que la confrontation à la réalité quotidienne du métier... Mais nous, dans les entreprises, il faut se saisir de ça. C'est ça, la question du sens et des valeurs. Mais attention, hein, l'exigence de la jeunesse sur le sens et les valeurs, c'est comment il l'éprouve au quotidien. C'est pas simplement pour faire joli dans la plaquette. C'est comment ça se traduit au quotidien dans la réalité. Ce que disait Jean-Marie hier. Hein, voilà, et de ce point de vue-là, il faut qu'on le construise ensemble parce que on renvoie souvent sur la responsabilité du syndicalisme, un syndicalisme qui ne serait pas assez de co-construction. Mais pour qu'il y ait un syndicalisme de co-construction qui existe, il faut que le patronat accepte de lâcher une partie de son pouvoir, ce qui n'est pas si évident que cela. Et il faut que l'État le fasse aussi. Et je rejoindrai Pierre Gattaz sur une chose, c'est que la question du dialogue social dans les fonctions publiques, c'est à inventer encore. Hein. Ça ne veut pas dire que dans le privé, ça se passe bien partout. Et là-dessus aussi, il y a des entreprises dans lesquelles on arrive à construire des choses. Il y a quand même une culture. On parle de la culture du combat dans le syndicalisme salarié. La culture du combat dans le syndicalisme patronal, ça existe aussi. Et ça aussi, il faut le transformer. Le message est passé. Philippe De Bruyne. Pierre, on va terminer avec toi avant de vous laisser, parce que Karine me fait des gros yeux, et elle a raison, parce que là, on explose, comme on dit, les timings. On parlait des compagnons du devoir, on parlait de tout ce qui est fait pour promouvoir l'entrepreneuriat, proposer des passerelles qui n'étaient pas
pensé ou perçu. Tu commençais à en parler, on va vraiment terminer avec ça. Tu as monté une fondation. Le vignoble dont vous parlez, Pierre, il est modeste, il ne le fera pas. Mais ce vignoble, c'est aussi un endroit où tu accueilles tous les entrepreneurs. Moussa Camara, qui était là et qui doit être encore là aujourd'hui, qui a été notre invité sur cette scène, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est toi, quand tu étais patron du MEDEF, qui l'a encouragé. Et cette fondation, elle va dans ce sens-là, où tu réunis les entreprises à Sannes à côté et où tu promeus ces valeurs. Oui, Moussa, que j'ai rencontré au début de mon mandat du MEDEF en 2013, en fait, il est venu me voir et il me disait je suis un gamin de quartier, mais j'aimerais qu'on nous forme à la vraie entreprise. Est-ce que vous pouvez nous aider, vous, monsieur le patron du MEDEF? Alors j'ai dit, bien sûr, on va voir comment on peut faire. Donc on a formé une centaine de jeunes de quartier avec Moussa, qui a créé les Déterminés. On les formait au MEDEF et ça a duré Allez voir, 5 les semaines. Déterminés, c'est ça. Ça s'appelle Les Déterminés et on est content parce qu'on a formé une centaine de personnes à l'entrepreneuriat. Un tiers ont créé leur entreprise, un tiers sont repartis au salariat, mais avec un autre état d'esprit très positif, de battant, etc. Engagé. Et un troisième tiers est reparti en université ou à l'école en formation. Et alors y croire, Pierre. Et alors, fort de cette expérience dans les quartiers, je suis parti, j'ai regardé la carte de France du vote en 2017 de l'élection présidentielle, et je regardais les votes Le Pen et Mélenchon, et je me suis dit, oh là, ça chauffe en haut, là-haut, en haut de France, et ça chauffe dans certains endroits. Et c'est très lié au taux de chômage que vous avez de ces populations. Il y a 20% de chômage à Maubeuge, 30% de chômage dans une petite ville qui s'appelle Fourmies, juste à côté, que Jean-Paul connaît très bien. Et ce sont des populations formidables, mais qui sont au chômage et qui sont désabusées, qui sont cassées par la vie. Donc on prend ces gens, on les met dans un amphithéâtre comme ça, recrutés par Pôle emploi et les associations caritatives du coin, et on leur dit, écoutez, on peut vous former à l'entrepreneuriat, reprendre un commerce, créer un commerce, une association. Et au bout de 1 heure, on leur dit, écoutez, venez 3 jours pour lever les freins, lever les peurs. Et ensuite, pour les plus motivés d'entre vous, venez 6 semaines, on vous forme 6 semaines à l'entrepreneuriat. Alors, on fait ça, on a commencé par une première promotion à Maubeuge, qui s'est très bien déroulée. Sur 250 personnes, on a formé une 50aine de personnes. La moitié, c'était de l'employabilité, parce qu'on s'aperçoit, si vous voulez, que ces gens cassés par la vie, ils ont des problèmes de savoir-être, d'estime d'eux-mêmes, de confiance. Donc on fait un gros travail sur le savoir-être, sur le comportement, sur l'estime de soi. Et on fait ce gros travail sur le comportement, tout simplement, qui leur permet de retrouver une élégance et une certaine motivation pour aller chercher de l'emploi. Donc ça, c'est la première partie qu'on fait. La deuxième partie qu'on fait, c'est qu'on les forme vraiment à reprendre des commerces, à créer des commerces. Et on a un certain succès. On redresse des gens qui étaient cassés, qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les réseaux. Et puis en plus, j'essaye de mettre le réseau du MEDEF et des PME du MEDEF et des ETI et des grands groupes en appui pour embaucher ces gens qui sont redevenus employables et en appui pour faire des projets RSE. Je vous donne l'exemple de Mazar, par exemple, qui a trouvé ce projet formidable sur les Déterminés et qui a dit, moi, je vais pousser mes salariés à binômer avec un jeune entrepreneur déterminé. Donc aujourd'hui, je cherche des entreprises, bien évidemment, pour m'aider, mais pour aussi coacher, en faire un projet RSE. Pour aider ces jeunes, ou ces moins jeunes d'ailleurs, qui sont un peu cassés par la vie, qui n'ont plus d'espoir, pour retrouver le sens de l'espoir et de l'estime de soi par l'entrepreneuriat, par l'employabilité, et troisième voie, par la formation, puisque certains ont le comportement, mais ils n'ont pas la bonne formation par rapport aux PME qui recherchent, donc on les reroute vers des organismes de formation. Voilà, merci beaucoup Pierre, on va en parler. Un petit mot de conclusion, tu voulais dire quelque chose, François? C'est avec toi qu'on termine. Oui, j'ai eu la chance avant de travailler chez Altedia, de passer quelques années chez Danone. Et Danone avait une culture très forte, notamment liée au double projet. Pas de performance économique sans de performance sociale. C'était le discours d'Antoine Riboud devant le CNPF en 1972, je crois. Je trouve que cette thématique sur le double projet économique et social, on pourrait rajouter écologique maintenant, est tout à fait d'actualité. Et je voulais finir par une anecdote. Quand j'ai pris la présidence d'Altedia, on a été plutôt organisé en fonction de nos expertises. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on parte des enjeux des entreprises. Et aujourd'hui, on est organisé finalement en 3 grandes practices qui sont censées répondre en toute humilité aux enjeux des entreprises sur la transformation humaine. Premier enjeu, et ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est finalement, une fois qu'on a défini le sens, on n'est pas un cabinet de stratégie, donc on n'accompagne pas les entreprises sur le sens ou sur la stratégie, mais on l'accompagne sur la mise en œuvre. Et sur la mise en œuvre, il y a, pour moi, l'accompagnement managérial, qui est fondamental. C'est ce que disait Philippe tout à l'heure. Toutes les transformations qui réussissent passent par
un investissement extrêmement fort sur ce sujet-là. C'est le premier point. Donc c'est changement, transformation, accompagnement des managers. Ensuite, il y a, on appelle ça nous la performance sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui lancer ou conduire des transformations aussi profondes sans ne pas embarquer les partenaires sociaux. Et donc ça nécessite un travail d'explication, un travail de dialogue pour arriver à embarquer tout le corps social. Et puis ensuite, c'est le sujet qu'on a largement évoqué sur les compétences et les mobilités. Si on a ces 3 triptyques, je pense qu'on est en mesure de pouvoir conduire cette transformation humaine. Et Alacha Chaltedia accompagne les entreprises sur ces 3 piliers. On va les applaudir, on va les remercier infiniment.